Bon, sinon vous allez bien? Mollement quand même, hein. Bon, bah ça tombe bien, on va parler d'un truc qui vous fait travailler moins. Donc, bah voilà, la CI. Donc, ma CI n'étant pas un reflet uniquement de mon narcissisme, ça veut aussi dire que c'est un talk qui est un peu opinionated sur donc SBT et GitLab CI. Donc, bah, je me présente, Kevin Rocher, @Tomana sur Twitter. Je considère que vous n'avez pas grand-chose à faire de mes opinions politiques, donc je les émets pas sur Twitter. Voilà, et je parle pas beaucoup. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? Donc, déjà, qu'une part, qu'est-ce qu'on attend d'une CI? Qu'est-ce que c'est qu'une CI, après tout? Puis de GitLab et de son pendant CI, GitLab CI. Et de SBT et de quelques plugins cool qui permettent de faciliter la mise en place d'une intégration continue qui marche bien et qui vous aide au jour le jour. Déjà, on peut se demander qu'est-ce qu'on attend d'une intégration continue. C'est quoi une intégration continue? Finalement, c'est un peu le penchant de l'informatique. L'informatique, c'est un domaine de feignants fait pour des feignants par des feignants, quoi. Et donc, ce qu'on attend d'une CI, c'est qu'elle nous aide à être feignants. Moi, la première chose que j'attends d'une CI, c'est qu'elle soit simple. J'ai pas envie de passer 3 semaines à comprendre pourquoi est-ce que mon build il marche une fois sur 10 et qu'est-ce qui se passe dans mon Jenkins ou encore pire si vous avez de la malchance dans votre TeamCity. J'aimerais bien qu'elle me remonte des notifications claires. C'est-à-dire que si ça marche pas, j'aimerais bien le savoir et surtout j'aimerais bien savoir pourquoi. J'aimerais bien que ce soit rapide et scalable parce que bon, attendre 45 minutes pour savoir si ma merge request elle passe, c'est quand même un peu gênant. Enfin, c'est un peu long, quoi. Et polyvalente parce que c'est beaucoup plus simple d'avoir un outil, si c'est possible, pour, par exemple, si vous faites de la data, vous avez souvent des data scientists. Les data scientists, ils font du Python, donc si votre CI, elle peut gérer Scala et du Python, c'est quand même un peu plus pratique. Et donc, je vais vous parler de GitLab. Alors, GitLab, c'est pas un outil de CI à la base, hein, c'est un gestionnaire de repo Git, donc un pendant de GitHub ou de Bitbucket. Mais aujourd'hui, leur prétention, c'est d'être le produit leader pour l'intégration, pour l'entièreté du cycle de vie d'un produit. Alors, ils sont un peu prétentieux, je vous l'accorde. Mais en tout cas, c'est leur objectif. Donc pour information, GitLab, ça ressemble à ça. Hein, c'est un truc, voilà, vous avez des projets, vous mettez des projets, vous foutez des trucs dedans. Et voilà, c'est vraiment exactement comme un GitHub. Hein. Hop, voilà. Et donc en plus de ça, ils fournissent un outil qui s'appelle GitLab CI et qui, heureusement, s'intègre bien avec GitLab. Ce serait quand même dommage si leur propre outil s'intégrait mal avec leur propre système. Voilà. Donc les concepts derrière GitLab CI, en fait, c'est assez simple. Il y a des tâches. Et une tâche, c'est du shell. Voilà. D'ailleurs, on voit qu'il y a une fantastique faute ici. Donc ça va être la tâche hello qui va exécuter un echo hello dessus. Très simple. En plus de ça, on va avoir des stages. Donc un stage, c'est quoi? C'est juste un groupement de tâches. Voilà. On peut dire que la tâche deploy recette, elle appartient au stage recette. Et encore une fois, le script, c'est du shell, c'est exécuté dans du shell, pas de subtilité. Et enfin, troisième concept, c'est le pipeline. Et le pipeline, finalement, c'est une combinaison de test et de stage. Voilà. Donc là, on a trois tasks dans le stage test et une tâche dans le stage publish. Voilà. Comment ça marche? Alors les stages vont s'exécuter les uns après les autres, si tant est que le précédent ait fonctionné. Par contre, les tâches au sein d'un stage s'exécutent en parallèle, ce qui permet d'aller un poil plus vite. Voilà. Donc voilà, bon, fini. Je plaisante. Est-ce que ça répond un peu à la question? Est-ce que c'est simple? Il n'y a pas trop de subtilité, c'est du YAML et du shell. Normalement, tout le monde est à peu près au fait de... tout le monde a à peu près utilisé du YAML, puisqu'il y a plein d'outils maintenant qui font leur conf en YAML, que ce soit Travis, Ansible, etc. Et du shell, pareil. Les notifications sont claires. Alors, encore une fois, ça va avec GitLab, donc c'est pas trop mal intégré dans GitLab.
Donc, bah, ça vous dit est-ce que votre merge request elle passe ou est-ce qu'elle passe pas. Et ça vous met un lien vers le build si jamais elle passe pas et si jamais elle passe aussi d'ailleurs. Rapide et scalable, et bien en fait c'est assez facile d'installer un runner. Et donc on peut très facilement installer un runner sur chaque machine de dev. Et donc bah, si vous avez un runner par machine de dev, bon, en général vous êtes plutôt bien en termes de nombre de runners. Et polyvalente, et bah, ça s'intègre pas mal avec Docker. Ça s'intègre même très bien avec Docker. Et donc à partir du moment où ça s'intègre bien avec Docker, vous pouvez run vos builds dans des Docker. Et donc bah, vous avez besoin d'un Docker Python, bah, vous avez besoin d'un build Python, vous avez un Docker Python. Voilà. Mais, parce qu'il y en a toujours un, GitLab CI ça veut dire GitLab. Vous pouvez avoir GitLab sans GitLab CI, par contre l'inverse n'est pas vrai. Parce qu'ils s'en fichent d'être compatibles avec le reste du monde, ils sont compatibles avec eux-mêmes. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Voilà. Donc la première chose qu'on veut faire quand on a une CI, a priori c'est runner les tests. On va vouloir runner les tests parce qu'on veut s'assurer que les tests unitaires passent quand on en a. En général on essaie d'en avoir. On veut s'assurer que les tests passent avant de merger quoi que ce soit dans les branches communes. Donc la première chose qu'on va vouloir faire, c'est lancer les tests. Voilà. Bon. Pas grand chose. Et donc là la question c'est est-ce que vous êtes joueur? Non? Oui? Non? On essaie de le faire en vrai? Allez. Alors, on va popper un play. Pendant qu'il pop le play, on va créer un projet. Hop. Hop. Alors il est gentil, il me dit ce qu'il faut que je fasse. Parce que bon, faut pas déconner. Ah, bon, on a un projet. On a un projet. Et maintenant, vous voyez pas grand chose? C'est pas grave, je vais faire même mieux que ça. Je vais faire mon hipster. Ouais. Je promets pas d'y arriver. Hein. Je l'ai appelé quoi? Hello? Et donc on a dit on va créer une tâche test qui va faire un script et qui va lancer sbt test. Voilà. Bon, vous verrez pas, mais je la rajoute. Voilà. Et là, si j'ai de la chance, et j'aurai pas de chance parce que je l'ai mal nommé, parce que ça s'appelle pas GitLab et ça s'appelle GitLab. Je peux faire ça peut-être. Vous voyez mieux là. Et voilà, et du coup j'ai fait n'importe quoi. Et donc là, ça marche. Il est en train de run mon build. Merci. Merci. Ouais, c'est ça. Alors, justement, j'en arrive à mon point suivant. Et là, SBT télécharge les dépendances. Ouais. Bon. Et c'est pour ça qu'il y a Coursier. Parce que je vous ai dit que j'allais vous parler de quelques plugins cool. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que SBT, ils utilisent Eevee pour le chargement des dépendances. Et Eevee, c'est vieux et c'est lent. D'ailleurs, tous ceux qui ont fait du play il y a un an et demi le savent parce que les repos TypeSafe étaient extrêmement lents. Et quand ils devaient charger toutes les dépendances, vous aviez le temps d'aller prendre 3 cafés et de faire un infarctus à cause d'abus de caféine. Donc on rajoute Coursier. C'est à peu près la seule chose qu'il y a à faire. À ce propos,
la version 1.0.0 est sortie. Normalement, oui. Ça fait longtemps que c'est compatible SBT 1.0, il me semble. Et donc ça permet de télécharger les dépendances en parallèle. Ce qui permet d'aller beaucoup plus vite. Et alors on va regarder s'il a marché. Ah, il a fonctionné. Yay. Donc maintenant on va faire les choses un peu sérieusement. GCP. Parce que je vous ai dit que quand même on... Non, il a fait n'importe quoi. Voilà. Et donc là maintenant je suis sur une branche, ce qui me permettra de faire mes tests plus efficacement. Et donc on a dit on va rajouter coursier. On va peut-être pas le faire à chaque fois, mais on va le faire celle-là quand même parce que... Hop. Hop. Je sais pas si vous voyez, je peux zoomer hein, si vous voulez. Hein. Non, ça va? Plugin. Du coup on va tester hein, plutôt que de faire le charlatan. On va valider que ça marche. Voilà. Hop. Hop. Et il n'a pas ouvert dans le bon onglet forcément. Voilà. Donc là on a rajouté coursier. Je vous rassure, je ne le ferai pas à chaque fois. Et on va voir si ça marche ou pas. Le formatage. Alors, c'est quand même assez, c'est toujours assez désagréable de se retrouver avec un formatage qui est complètement différent et des diffs dans votre formatage et dans votre merge request, que des choses qui sont finalement assez sans intérêt sur la qualité du produit. Donc autant se mettre d'accord sur un outil de formatage commun. Et là, globalement, en ce cas-là, il y a deux grosses options. Il va y avoir voilà l'exemple d'un code que vous aurez hérité de votre prédécesseur après l'avoir maudit, et vous le maudierez assez fortement. Et donc vous avez deux options. Donc Scala Reform, qui est de la version unopinionated, c'est-à-dire je prends les choses, je les mets un petit peu par-ci, mais je prends pas trop de risques, comme ça je garde un peu l'intention. Et à la fin, ça donne ça, ce qui n'est pas si mal. Et vous avez l'option opinionated. Donc, c'est-à-dire, j'en ai rien à fiche de ce que vous aviez fait. Moi, je le fais comme ça, et ça donne ça. Alors ça, c'est un peu une guerre de clergé, surtout dans la communauté Java. Moi, j'ai une opinion très simple, c'est que si vous avez besoin d'un formatage spécifique, c'est que vous avez besoin d'un refactoring. Si votre code n'est pas compréhensible après formatage, en général, c'est pas bon signe. C'est une opinion, elle vaut ce qu'elle vaut. Voilà. Alors l'autre gros avantage de Scala FMT, pour le coup, c'est qu'il y a une tâche qui permet de vérifier que les tests, que le formatage est juste. Ce qui n'était pas le cas de Scala Reform jusqu'à... je ne sais pas si c'est le cas maintenant. Et du coup, si vous allez regarder dans les repo play, ils sont obligés de faire une espèce d'arcane à base de git diff pour valider que le formatage est bon. Ce qui est assez arcanique. Voilà. Bon, on va pas le faire hein, parce que vous allez me croire sur parole sur le fait que ça marche. D'ailleurs, ça a marché. Du coup, ça fait quoi? Ça vérifie juste que le formatage est correct? Ouais, ça vérifie que le formatage est correct. Ça fait rien d'autre. Mais pour moi, c'est pas le rôle de la CI de lancer le formatage. Et tu pourrais? Oui, bien sûr. Il suffit de. Après, il faut juste être accepté que la CI fasse des commits. Mais à partir de ce moment-là, oui, on peut. Bien sûr. Ce qui n'est pas trop possible, justement, à moins de faire des hacks avec des clés SSH dans ton. Oui, à partir du moment où on peut. Encore une fois, à partir du moment où on peut faire ce qu'on veut, c'est pas trop un problème. Mais je suis pas forcément c'est vrai que c'est un peu compliqué et c'est pas forcément une bonne idée parce que on sait jamais trop ce qu'elle va faire et une erreur est vite arrivée, quoi. Alors les versions des dépendances, je suis assez feignant, mais j'aime bien maintenir mes dépendances à jour et je pense que dans cette salle, il y a beaucoup de gens qui auront maudit leur prédécesseur après avoir découvert qu'une telle ou telle version de telle ou telle librairie est antédiluvienne. Donc il y a un petit plugin qui s'appelle SBT Updates qui vous dit « Hey, vos librairies ne sont pas à jour ». Alors par contre, d'un autre côté, ce n'est pas forcément une bonne idée de mettre à jour les librairies automatiquement.
Et c'est surtout pas une bonne idée d'avoir de la CI qui pète à cause de mise à jour, parce que si le mec qui fait la librairie vous push une mise à jour le vendredi soir à 17h et que votre build ne passe plus le jour même où vous êtes en train de faire une mise en prod, c'est pas top top. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez lui dire, bah c'est pas grave si tu te trompes, c'est pas grave si ça marche pas, mais mets-moi au moins un warning. Allez, on va le faire. Non, non, ça marchera pas parce que de toute façon, mais je viens de le cloner, donc normalement les trucs sont à jour. Mais bon. Voilà. Coursier qui est pas à jour. Coursier n'est pas à jour, oui, tout à fait. Ouais, bah allez. Il est taquin. Alors. Le coursier, c'est une dépendance de son stage projet. Tout à fait. Je ne crois pas qu'il le fasse dans la version. Cette version-là ne doit pas être à jour non plus, pour le coup. Donc, je sais que c'était une issue sur laquelle il travaillait. Mais je ne sais pas si c'est arrivé, et c'est probablement pas arrivé dans celle-là. La version qu'on utilise, nous, en tout cas, il le dit. Après, la 0.3.3, je ne connais pas par cœur. On va voir. On verra quand il aura fini, hein, parce qu'il ne faut pas être pressé. On rappelle qu'on parle quand même de build dans ce cas-là, hein, donc il ne faut quand même pas être trop pressé non plus. Hein. Voilà. Alors, code style et qualité. Donc, moi, je fais toujours une différence. Bah, je pense que je vais être le seul à faire. Enfin, je ne sais pas si je suis seul à faire cette différence, mais entre linter et code style. Enfin, pour moi, un linter, c'est quelque chose qui va vous mettre des warnings sur des trucs sur lesquels vous devez faire quasiment toujours attention. Alors que le code style, c'est généralement plus ambigu. C'est un peu, ça dépend. Donc, le premier allié de n'importe quel développeur Scala, c'est le compilateur. Sauf que le compilateur, c'est un petit être timide et il faut lui dire qu'il a le droit de parler. Et si vous mettez déjà toutes ces options-là, bah, il est beaucoup moins timide. Donc pour en donner quelques-unes, donc ça vérifie que vous n'avez pas de variables inutilisées, ça vérifie que vous n'avez pas des entiers qui vont se transformer en longs gratuitement. Et si vous avez la possibilité, celui-là est très pratique parce qu'il vous évite que les autres, parce que c'est jamais soi, rappelons-le. Nous on fait du code propre, mais c'est toujours les autres. Ils se disent faut un warning de plus ou un warning de moins. Allez. Donc ça vous évite de vous retrouver avec 150 warnings et de plus avoir la capacité de les modifier parce que ça vous prendrait trop de temps. Alors après, ce que je dis, c'est qu'il faut aussi avoir la possibilité de le faire parce qu'il y a certains frameworks pas du tout connus comme Play par exemple, pour n'en citer qu'un, qui génèrent des fois des warnings, jusqu'à il n'y a pas si longtemps dans ses fichiers de route, aussi dans ses templates, ce qui est toujours sympathique. Et donc là, le fatal warning, c'est Play ou lui, quoi. Ensuite, il y a Scapegoat, que pour le coup, j'ai pas trop utilisé, j'utilisais plutôt son pendant Scala linter, mais qui donc implémente pas mal de checks du style un paramètre d'une méthode inutilisée. Et alors ça, c'est des nids à erreur, mais monumentaux. Pour la petite histoire, pendant le hackathon du PSUG d'ailleurs, la première chose que j'ai fait, c'était de mettre un équivalent de ça c'était sur Maze. Et je suis tombé sur plusieurs petites erreurs. C'était pas des grosses erreurs, mais c'est des choses. C'était gratuit, quoi. Vous mettez ça, vous trouvez des erreurs. Voilà. Bon, c'est toujours mieux de les trouver en production. Bon, après, chacun son. Enfin, si vous aimez le rush d'adrénaline, parce que vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi personnellement, j'aime moyen, mais voilà. Vous avez aussi des améliorations. Alors ceux-là, je ne sais plus exactement ce qu'il fait, mais vous allez avoir des choses du genre. Sur des collections, c'est intéressant de combiner des maps pour éviter qu'ils recréent des collections, c'est un peu plus performant. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Bon, voilà, plein de petits outils. Sinon, vous en avez un autre qui s'appelle Wart Remover. Pour le coup, lui est un petit peu plus tendancieux dans le sens où il va vous bloquer des choses qui peuvent être pour le coup valides et qui vont vous embêter. Donc il faut choisir avec un peu plus de parcimonie ce que vous utilisez. Enfin, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Hein. Par exemple, il interdit d'utiliser des flat maps sur des options. Donc ça, il n'a pas forcément tort dans la raison, mais mettre un pattern matching à chaque fois, c'est quand même un peu compliqué. Voilà. Tu peux désactiver. Ouais, bien sûr. Là, je les mets. Là, par exemple, ceux-là, il les met pas tous. Là, ils sont pas tous mis. Hein. Je mets que les principaux. Il y en a plein qui sont très intéressants.
peut même l'activer globalement et pour une méthode l'autoriser avec un suppresseur à main. Tout à fait, tout à fait. Mais on est d'accord. Le fait est qu'il faut juste faire un peu attention. Enfin, c'est pas forcément c'est pas autant sur un truc comme Scapegoat. La plupart sont relativement valides, autant sur Wart Remover, bah, les extensions, elles le sont beaucoup moins. C'est pour ça je les trouve assez complémentaires, dans le sens où il y en a un qui va vraiment être, pour moi, à suivre très fortement, l'autre, ça va être plus un guide, et éventuellement plus lié à une équipe, un contexte projet, tout un tas de choses, quoi. Voilà, alors on va voir si ça a marché du coup. Hop, alors si je vais, non. Non, elle ne doit pas de mettre à signer, donc ça ne marchera pas. Ici. Voilà, donc là, bah, ça a planté. Et alors pourquoi? C'est parce que j'ai dû me planter. C'est original. Bon, bah, ça marche bien des fois. Je vous avais dit, faut être joueur. Le dieu des démos était avec moi, mais pas trop. Alors le versionning, c'est un gros problème souvent de savoir comment on versionne, quels sont les livrables, enfin comment on fait. Et donc une des librairies les plus utilisées, c'était SBT Release pendant longtemps. En tout cas, c'est celle que j'ai vu le plus. Alors, donc ça, c'est le liste de steps tel qu'elle est décrite dans le readme de SBT Release. Donc il va récupérer, il va faire tout un tas de choses, il va vous demander les versions, il va faire un clean test, il va setter la release, il va la committer, taguer, publier, enfin, etc., etc. Mais ça, c'est à la main, ce qui n'est pas top pour une CI. Alors oui, je sais, on peut l'overrider, on peut jouer, mais ça reste à la main. Et qu'est-ce qui se passe si ça plante? Eh ben, je vais vous dire ce qui se passe. Alors, c'est une petite anecdote qui m'est arrivée il n'y a pas si longtemps. Ça peut planter. Quand est-ce que ça peut planter? Quand votre utilisateur de CI, il n'a pas les droits sur le repo. Il n'a pas le droit de pusher des tags. Et quand ça plante, eh ben, vous vous retrouvez avec des artefacts qui ont été publiés, mais vous n'avez pas le tag. C'est embêtant. Enfin, moi, je trouve ça embêtant. Donc bien sûr, comme c'est marqué là, en fait, c'est une clé SBT, vous pouvez la réordonner, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais personnellement, je ne suis pas le plus grand fan, je trouve que c'est un peu compliqué et c'est pas forcément très intéressant, et ça vaut le coup de se poser la question de ce que c'est qu'une version. Une version, finalement, c'est un point dans le temps, il est purement arbitraire, parce que vous preniez le suivant ou celui d'avant, c'est vous qui décidez. Il est unique, normalement, c'est mieux. Et idéalement, on aimerait bien qu'il soit immutable. En pratique, c'est rarement le cas. Donc au final, c'est un tag Git, hein, comme sur. J'invente rien, hein, c'est ce que font. C'est le cas sur GitHub, c'est le cas sur tout le monde. Mais quitte à avoir une version qui est taguée, enfin qui est un tag Git, autant découler tout le reste de cette version-là. Et pour ça, il y a SBT d'Inver. Donc SBT d'Inver, qu'est-ce qu'il fait? Il prend votre dernier tag et il découle votre version du dernier tag sur le repo. Voilà, je fais n'importe quoi. Et donc si vous êtes sur un tag et que vous n'avez pas de changement, vous êtes sur une release. Et sinon, bah, il découle un numéro de version de manière plus ou moins arcanique qui inclut entre autres le hash de votre commit, enfin le SHA-1 du commit et la date et tout un tas de choses. Ça a l'avantage de plutôt bien s'intégrer et au final, bah, vous avez quasiment rien à changer, vous gardez tout pareil, sauf que vous enlevez juste SBT Release, vous mettez SBT d'Inver et puis bah voilà. Alors oui, c'est simple, mais c'est un peu l'idée. Hein. Le packaging et la publication. Donc ça, bah, si vous avez fait du Scala, il y a des chances pour que vous ayez utilisé SBT Native Packager. C'est un peu la chose qui fait aimer SBT malgré envers et contre tout. C'est le plugin, vous l'utilisez n'importe comment, n'importe où, ça marche, à peu près n'importe comment. Et ça vous package ça en Universal, en Debian, en RPM, en Docker, et si vous êtes vraiment, vous aimez souffrir, en Windows. Bon, ouais, oui, bon, c'est vrai. Il y en a qui n'ont pas le choix, c'est vrai. Voilà, donc typiquement le packaging, donc là on va pas le faire parce que ça marche pas, vous l'avez vu, mais typiquement ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez, en général le packaging, vous allez vouloir packager, enfin ça dépend, mais vous allez vouloir packager surtout votre branche master.
Et vous pouvez lui dire, bah, voilà, package-moi surtout seulement sur master. Vous pouvez aussi lui dire de packager que si vous faites un tag, avec un only tags. Et derrière, bah, encore une fois, c'est du SBT, c'est du shell, c'est très simple. Et vous avez éventuellement la possibilité de rajouter des artefacts pour qu'ils vous les mettent quelque part. Genre, ils les gardent et vous pouvez les télécharger par la suite. Vous pouvez faire un SBT publish si vous préférez. Et donc ça ressemblerait à ça. Pour la publication, donc Sonatype et Nexus, donc ça c'est SBT nativement. Le fait est que Nexus est souvent très compliqué à installer, à maintenir, enfin c'est pas forcément simple. Une solution qui marche plutôt bien pour des petites librairies ou si vous avez la possibilité, c'est de poser juste vos artefacts sur S3. Ça se fait plus ou moins bien tout seul avec l'un de ces deux plugins-là. Alors ça, je dis avec l'un de ces deux parce que ça dépend des moments. Il y en a un qui marche, l'autre pas. Il y en a un qui est à jour, l'autre pas. En général, ça alterne pour faire simple. Mais dans l'ensemble, il y en a toujours un des deux qui marche bien. Et c'est vraiment une bonne solution pour ne pas se prendre la tête parce que vous avez juste à avoir un bucket S3 et vous posez vos trucs dessus et puis ça marche bien. Voilà, en conclusion, pourquoi ça marche bien SBT et GitLab, c'est parce que SBT c'est peut-être complexe, mais c'est relativement complet et personnellement je préfère avoir ma complexité dans SBT que dans un Jenkins, dans un ce que vous voulez. L'auto-bootstrap de SBT est très pratique parce que vous avez vous avez tout dans votre repo finalement. Vous avez, vous avez juste à avoir un SBT quelconque, il va s'auto-télécharger, il fait sa magie et ça marche pas trop mal. Et votre repo il est auto-portant. Donc, parce que du coup, vous avez votre définition de build sur un repo. Et donc, c'est lié à GitLab, c'est vrai, mais c'est quand même plus facile de le changer quand ça a été manuellement défini dans un Jenkins. Et vous pouvez assez facilement passer à Travis ou à Circle, parce que je pense qu'ils utilisent aussi, enfin un drone en tout cas, parce qu'ils utilisent aussi du YAML. Alors maintenant, vous pouvez aussi le faire en Jenkins avec, je ne l'ai pas trop testé avec Groovy, je crois, pour Jenkins. Mais je me suis un peu intéressé à TeamCity. Et TeamCity, quand il vous commence à vous expliquer qu'en fait, votre définition d'un build, c'est un projet Maven écrit pour vous faire fait en Kotlin, pour faire 20 lignes de YAML. Bon, c'est quand même un peu de l'over-engineering. Voilà, c'est tout pour moi et si vous avez des questions. C'est plutôt une suggestion, c'est un truc qui peut accélérer pas mal les builds, encore plus que Coursier. Tu peux tout simplement cacher avec GitLab CI, tu caches .sbt et .ib2. .ib2 si tu utilises le résolveur de base et .coursier si tu utilises Coursier. Et ça marche très bien et ça accélère vraiment. Alors ça dépend. Oui, c'est tout à fait vrai. Ça dépend de ce que tu utilises comme. Alors il faut savoir que GitLab donc le runner qui run la CI, propose plusieurs modes. Il y en a un qui fonctionne avec Docker et l'autre qui fonctionne en shell. Si vous utilisez le runner avec Docker, c'est super important de cacher tout parce que sinon vous allez retélécharger le monde à chaque fois. Par contre, si vous utilisez celui en shell, c'est un utilisateur spécifique et il utilise ses propres caches, donc c'est pas très gênant. Mais tout à fait. On utilise systématiquement Docker, donc c'est vrai que. D'ailleurs, alors pas dans celui-là parce que je vais pas jouer, mais si on prend un autre sur lequel je l'ai fait, et qu'on regarde ça, normalement, avec un peu de chance, je l'ai. Et pas du tout. Bon, tant pis. Mais oui, tout à fait. C'était clair pour vous? Vous êtes endormi? Parfait. Merci.